Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis heureuse de recevoir l'artiste, musicien, auteur et comédien Théo Delinka, alias Tiro. Théo est devenu tétraplégique à la suite d'un accident. Dans son ouvrage « Ma chute sera mon élan », paru aux éditions Le Duc et Wagram, et retenu, s'il vous plaît, dans la première sélection du prix Renaudot 2024, il parle avec tellement d'intelligence de sa résilience. Je cite Théo. « Je voulais rapper comme avant, je n'ai pas perdu ma voix. Aujourd'hui, je veux qu'elle compte et qu'elle résonne. Le bitume n'a été qu'un tremplin, ma chute sera mon élan. » Waouh, c'est tellement bien écrit, Théo. Alors ensemble, on va parler de cet accident qui a été un tournant dans ta vie et qui s'est déroulé il y a finalement pas si longtemps que ça, en 2020, c'est ça ? Bah ouais, ça passe vite, hein. J'ai l'impression que c'était hier, vraiment. C'est dingue. En fait, j'y pense même plus à cet accident. Parce que c'est vraiment devenu un moyen pour moi d'avancer, de me relever, non pas physiquement, tu vois, mais de grandir aussi. Avant, moi, j'étais un casse-cou, je prenais beaucoup de risques. Et en fait, on se rend compte que la vie peut basculer comme ça. Donc oui, et qu'on n'est pas éternel, justement, que tout peut arriver, tu vois. Et... Tu peux me raconter ? Mais en fait, je m'en souviens vraiment par bribes. C'était pas le dernier souvenir que j'ai, c'est avec mes amis. Et je me souviens même pas de l'endroit. Je me souviens même pas comment j'ai chuté. J'essaye de me refaire le scénario, mais je peux pas te dire si c'est vraiment celui-là. Donc c'est vraiment... C'est un mélange de ce qu'on t'a raconté, de flash, du corps qui essaye d'oublier aussi. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me suis réveillé avec aucun souvenir, comme je pensais que je m'étais réveillé d'une mauvaise cuite, tu vois. Mais j'ai pas souvenir de cette échelle. J'ai pas le souvenir de ce château. Tout a été effacé, en fait. Et quand tu te réveilles à l'hôpital, est-ce que tu réalises ce qui se passe ? Au début, non. Et en fait, je vois le regard de ma mère qui me regarde vraiment avec vraiment de la peur. Et je pense, je l'avais jamais vu comme ça, tu vois. Et là, je me suis dit, merde, il s'est passé un truc grave. Et je pense que c'est à ce moment-là où je me rends compte. C'est souvent dans ces cas-là où on a presque plus peur pour ses proches que pour soi, non ? Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, j'avais envie de la rassurer parce qu'en plus, tu sais, j'étais intubé de partout. J'avais des tubes dans la bouche. Je pouvais pas parler. Et elle savait même pas si j'avais toute ma tête. La vache. Elle savait même pas si je comprenais quelque chose. Ouais. Même si je la reconnaissais. Donc c'était compliqué de vivre ça parce que t'as envie de lui dire ça va maman, t'inquiète pas, et elle te regarde comme je sais pas, comme un mode mais enfin toi ça va mon fils, tu vois. Ouais, c'est irréel. C'est irréel. Et j'avais que les yeux pour parler en fait. Donc je suis tombé, j'ai eu un gros traumatisme crânien. Ça a fracturé mes cervicales. Et en fait, chaque cervicale correspond à une fonction. Et moi, ça avait attaqué du coup la cervicale 4 qui sert à la respiration. D'accord, ah ouais. Donc si tu veux, au départ, les pronostics étaient tellement mauvaises qu'on a défié ça et je suis fier aujourd'hui, tu vois. En soi, c'est miraculeux. En fait, quand il t'arrive quelque chose comme ça, tu fais étape par étape, tu vois. Ce qui est vital, c'est la respiration. Donc c'est ce que je voulais récupérer en premier. La moelle épinière, c'est vraiment l'endroit qui est le plus difficile à se réparer parce que c'est pas du tout comme quand tu te casses la jambe ou quoi. Là, c'est vraiment tu vois ta colonne vertébrale qui gère tout ton corps. Et donc oui, il y a une guérison possible, mais c'est très limité, quoi. Ok, donc cette première étape, on t'enlève tes tubes. Oh, ça doit être une première respiration. Nouvel air. T'essayes de ne pas réfléchir à demain et d'y aller par étapes, c'est ça ce que tu dis à l'époque ? Et c'est ce que me disent les médecins aussi. Ouais. On se concentre sur la respiration. Donc, première étape qui est passée, la respiration. Mais je sais pas pourquoi, mais tu vois, je l'ai toujours pris avec le sourire, même quand on m'a annoncé le pire. Je me suis dit, ok, c'est un combat qui commence, en fait. Et j'ai eu cette opération, donc avec la trachéotomie, où j'ai pu commencer à parler. Mais tu vois, j'avais la voix rauque. J'étais pas en forme, quoi. Et à l'hôpital, j'ai rencontré des personnes qui n'ont pas pu récupérer la respiration et qui vivent avec une trachéotomie. Tu vois. En plus, toi, t'es artiste et musicien. Moi, on m'enlève ma voix, on m'enlève ce que j'aimais faire, quoi.
Et ce qui te tenait aussi, ta passion. Ah ouais. Avant ton accident, tu me le disais en micro, toi, tu prenais des cours au cours Florent. Ouais, c'est ça. Ton but, c'était la musique ou c'était l'acting? En fait, la musique, j'en fais depuis tout petit, tu vois. Je faisais de la guitare quand j'étais en 6e. Ok, ah Et ouais. j'avais un groupe de rock. Mais non, c'est trop mignon. Ouais. Et on a fait un festival qui s'appelait Emerganza. Ok. Et on a joué au Gibus, New Morning. On a fait l'Élysée-Montmartre. Mais pardon, mais t'étais beaucoup plus cool que moi à l'âge de 12 ans et demi, en fait. What the Ouais. fuck? Mais ça m'a dirigé, tu vois, vers... justement, tu vois, il y avait l'école à côté. Ma mère, mes parents voyaient que je me prenais un peu pour une rockstar, tu vois, parce que à l'école, on était le groupe de rock. Oh bah j'imagine, ouais. Tu vois, du coup, ça m'a rendu un peu rebelle dans tout. Mhm. Tu vois, j'étais fan de Pete Doherty. Bien J'étais sûr. un peu trash, tu vois. Est-ce que t'avais la mèche? Évidemment, Évidemment, en fait. évidemment. Et c'est ça qui m'a mis dans la musique. Aujourd'hui, tu vois, c'est une passion Mhm. qui me permet aussi de m'exprimer, tu vois. Mhm. Et j'en parle dans le bouquin, c'est que ça a été quelque part une thérapie. Mhm. Tu vois, moi, j'ai pas vu de psychologue. Moi, j'étais tellement entouré. Mhm. Tous mes potes qui venaient me voir, tu vois, ils sont même venus au Pays Basque Mhm. me voir. On était 15. Les médecins, les cadres, ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le mec, il ramène 15 personnes à l'hosto, quoi. C'était la Énorme. fête, tu vois. Ouais. C'est la Beaucoup vie est une d'amour, fête, tu ouais. vois. Mhm. Et en fait, c'était eux aussi ma thérapie, mes psychologues, tu vois. C'est avec eux que je parlais de mes problèmes. Mhm. Et en fait, c'est moi qui les ai rassurés. Mhm. C'est que eux, ils avaient de la pitié, tu vois. Ils me regardaient en mode, ça va, t'es sûr que ça va et tout. Et moi, je leur disais, je suis comme avant, les frérots. Mhm. Je suis comme avant, on continue, on avance, tu vois. Et donc après la musique, tu vois. Oui, c'est ce que j'allais dire. La musique, ça t'a permis d'aller plus loin, justement, dans cette démarche-là. Ouais, carrément. Et de bosser un peu plus la respiration, d'ailleurs. Moi, j'ai misé sur ça aussi pour penser à autre chose, tu vois. Mhm. T'es à l'hôpital, je suis en train de regarder, on est chez toi là, et il y a une lampe Claude François, les gars. Est-ce que je peux avoir l'explication de cette lampe avant Alors, qu'on continue l'épisode? c'est énorme. J'adore Clo-Clo. Ah ouais, carrément Clo-Clo. J'adore Clo-Clo. Ah. Et ouais, c'est un de mes potes. Un soir, on buvait des coups et je sais pas, on écoutait Claude François. Et je voulais acheter. Non, c'est trop drôle. Mais vas-y, vas-y. J'adore Podium, le film. Et je voulais acheter la grandeur nature de Clo-Clo. Incroyable. Pour la mettre à côté de moi. Non, Ah, j'aime elle est bien Claude géniale. François et en fait, ça me rappelle l'hôpital aussi. Parce que j'avais un voisin de chambre qui s'appelait Joseph, qui avait 70 ans. On écoutait du Claude François le dimanche soir. Quand on revenait justement de nos week-ends en famille, parce qu'on quittait l'hôpital le week-end pour souffler un peu. Et pour pas être triste de revenir un peu dans ce cadre un peu quand même triste et sombre et froid. Garches, c'est froid. Tu vois, quand j'ai eu mon accident, j'ai eu la chance quand même d'être dans le Pays Basque, qui est quand même et du coup, j'ai eu mon accident dans un cadre océanique idyllique pour la convalescence, tu vois. Et il y avait un centre de rééducation là-bas où j'ai été pris en charge directe. Sauf qu'à un moment, je devais revenir à Paris. Je devais revenir près de ma famille, de mes amis. Et donc, j'ai été à Garches, qui est un peu le chemin logique. Ok. Pour les blessés médulaires, tu vois. Les accidents, les trucs. Et c'était un peu plus sombre, et voilà, donc je mettais du Clo-Clo. J'avais tellement d'espoir, j'avais tellement une envie de, tu vois, justement, que ce ne soit que temporaire, le fauteuil roulant, les trucs. Parce que tu vois, quand on m'a raconté l'accident, après, je me suis dit, waouh. Ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Ouais. Et on m'annonçait que j'allais probablement, justement, rester dans ce fauteuil toute ma vie. Et je l'acceptais pas. Et c'est pour ça que je les rassurais et tout. Je leur disais, ouais, tranquille. Je me suis cassé la gueule, mais on avance, on va se relever, tu vois. Et j'ai mis du temps à l'accepter, mais au final, je l'ai accepté petit à petit. Aujourd'hui, c'est pas un problème. Mais oui, c'est comme, tu sais, dans plein d'aspects de sa vie, il y a les étapes du deuil dont on parle et qui paraissent clichés, mais qui sont réelles. D'abord le déni, puis la colère,
C'est exactement La ça. peur, l'acceptation, et je pense que c'est hyper nécessaire aussi de passer par là. Ouais, c'est plus l'acceptation en fait qui est compliquée. En fait, au bout d'un moment où tu fais des efforts, tu mets tout de ton côté pour réussir, réveiller ce corps, et que tu vois que un moment les progrès diminuent et que ça n'avance pas, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Oui, et puis au bout d'un moment, tu mets ton énergie dans quelque chose qui n'est pas possible au lieu de la recentrer là où tu peux agir. Ouais, c'est ça. Et c'est plus qu'humain. Je pense que c'est une évidence qu'on ferait tous la même chose, mais ça doit t'épuiser aussi émotionnellement. Plus maintenant. J'imagine, en tout cas à l'époque. Ouais. Là, on parle. Non, on bien parle à sûr, et l'époque. surtout, je pense que c'était le dimanche quand je revenais de Garches, où j'étais dans cet état, j'avais vu mes potes, et je me disais, waouh, c'est là où j'avais un peu mes coups de blues. Mais une nouvelle semaine allait arriver, et je reprenais la kiné, le sport, etc. Donc, c'est le mental, en fait. T'es triste, mais en même temps, t'as envie de continuer. Et moi, j'ai jamais lâché ça, en vrai. C'est comme un sportif de haut niveau, en fait. Bah ouais. Quand on y réfléchit, tu reprends tes entraînements le lundi, t'as un objectif qui est là, qui est à plutôt long terme, comme un sportif de haut niveau qui prépare les JO, c'est 4 années plus loin, ça paraît fou. Bah, et carrément, pourtant... et il y a toujours des progrès, tu vois. C'est à ce moment-là que tu commences à écrire ton projet musical? Exactement, en fait, je faisais du rap, déjà avant. Avec mon meilleur pote, on avait fait un studio dans ma chambre d'enregistrement, mais c'était vraiment pour rigoler à la base, tu vois. On mettait des instrus, on rappait. Et si je te fais écouter ce que je faisais avant, ça n'a rien à voir, tu vois. Là, aujourd'hui, j'ai quelque chose à raconter. Avant, c'était vraiment un divertissement la nuit, tu vois. Et c'est devenu donc un peu plus sérieux parce qu'il m'a appelé à l'hôpital et il m'a dit je vais réinstaller un studio, écris des textes parce que là t'as des trucs à dire, tu vois. Il est génial ton pote, il a tellement raison. Bah ouais, et c'est là donc j'ai commencé à écrire, tu vois, dans les moments de solitude, tout ce que j'avais sur le cœur, tout. Donc ça a été une vraie thérapie. À ce moment-là, donc t'écris ce projet-là, ton écriture prend évidemment de la profondeur parce que tu le dis, t'as des choses qui sortent de tes tripes, mais tu évolues puissance 10 000 mentalement, émotionnellement. Enfin, ça te fait grandir de fou alors que t'as que 22 ans, quoi. Bah ouais. Ouais, et surtout, je me disais, bah qu'est-ce que je peux faire là aussi maintenant? Parce que je marche pas, j'ai pas mes mains. Et ça a été aussi, tu vois, bah un combat, c'était comme le sport en fait aussi. Et ça m'a fait bosser ma voix, ma respiration. Et ça me mettait dans un monde aussi. Il y avait la musique le week-end, c'était aller-retour Garches-Paris et aller-retour studio sport. Ouais, donc tout d'un coup, en fait, ta vie, elle est ultra rythmée par des projets, des buts. Carrément. Et à partir de quel moment tu te mets à écrire? C'est plus tard? En fait, j'ai rencontré une personne dans le Pays Basque qui m'a dit tiens, un journal où tu racontes tous les jours ta journée, tes ressentis, tes émotions, et t'en feras quelque chose un jour. Et donc j'ai suivi son conseil. Et quand j'étais tout seul, tu vois, j'écrivais de la musique, mais j'écrivais aussi. Et je me suis dit, bah ouais, je l'ai entendu et je me suis dit, bah oui, en fait, on va en faire quelque chose de cette histoire, de, tu vois, cet entourage qui est tellement présent, de, tu vois, moi, mon mental, qui fait que tout de suite, j'ai voulu me battre, où je me suis pas apitoyé sur mon sort, tu vois, et c'est une vraie victoire aujourd'hui, tu vois. Ça fait tellement de bien ce genre de conseils et je pense que ça peut s'appliquer à peu près tout le monde dans tous les principes de la vie, juste de tenir un journal de ses émotions, de ce qu'on ressent sur le coup. Parce que aujourd'hui, avec ta force mentale, ton optimisme, je suis sûre que tu as oublié les 3/4 de ce qui s'est passé sur le coup. Les 3/4.
Bah ouais, parce que c'est ça justement, c'est une thérapie en fait. Mhm. Et ce qui est fou, c'est que à travers ces projets, petit à petit, toi, tu grandis en tant qu'artiste et ça commence à interpeller aussi le cinéma. Alors, on va pas pouvoir citer de projets parce que vous savez comment c'est jusqu'au dernier moment, les teasings, les machins, les trucs. C'est un peu tôt, ouais. C'est un peu tôt, mais c'est très stylé. Je l'ai su en micro. Ce qui est incroyable, c'est que tu t'es tellement développé en tant qu'artiste qu'aujourd'hui, le cinéma t'appelle pour des projets de ouf. Bah ouais, en fait, je suis content parce que tu vois, c'est aussi un rêve. C'est un rêve de gosse, c'est un rêve même d'avant l'accident. Et justement, quand je dis on va en faire quelque chose, Mhm. c'est qu'aussi, tu vois, même l'handicap, il est pas assez représenté, je trouve, dans ce milieu. Et oui, il y a mon histoire, il y a quelque chose à raconter qui est magnifique. Mhm. Et ouais, ça m'ouvre des portes et ça me donne envie de continuer ce que j'aimais faire et en fauteuil roulant, ok, Mhm. justement. Bah carrément, et j'ai moins de timidité aussi. Non, parce que j'ai réussi à accepter, tu vois, mon corps comme il est, tu vois, à raconter. Mhm. Parce que tu vois, ce bouquin, c'est une vraie confession. Mhm. C'est une ode à l'amitié, c'est un truc où je parle vachement de moi, de mes expériences. Tu lis le bouquin, tu t'apprends à me connaître. Mhm. Donc tu vois, j'ai plus aucune gêne, j'ai envie d'avancer en fait. Mhm. Avant, c'était plus un stand-by dans ma vie, je pense. Mhm. Parce que tu vois, j'ai fait du théâtre, mais j'ai aussi essayé des études. J'ai fait du droit pendant 3 mois, une école de communication, je sais pas, j'ai tout essayé, tu vois, et ça me plaisait pas. Et en fait, cette vie d'artiste, j'en rêvais. Et là, je peux la développer, tu vois. Une envie d'en faire de belles choses, tu vois, parce que l'handicap, ça suscite que du pathos, tu vois. Je regarde les personnes qui me regardent dans la rue et qui, tu vois, qui me regardent d'un air un peu triste, en mode oh le pauvre et tout. Et moi, je leur fais des grands sourires en fait. J'ai vraiment transformé ça en quelque chose de positif et quelque chose qui me donne envie de croquer la vie, quoi. Ouais, et puis tu parles de la représentation, mais je trouve ça charmé, au contraire, de prendre sa place et de dire je suis là et de ne pas s'excuser et tu vois, on a envie de voir ça bah, dans tous les corps de métier artistiques et je pense que ça peut faire que du bien à tout le monde. Ah, bien sûr, même à des personnes qui sont debout. Tu vois, même dans les hôpitaux, j'ai rencontré des personnes valides debout, mais qui sont malheureux et qui sont beaucoup plus malheureux que moi. Il y en a beaucoup. Ouais. Et Il y en a même, beaucoup. enfin, même pas que dans les hôpitaux d'ailleurs. Ce que tu étais en train de dire, tu vois. Mes amis, parce que ils ont leur voix dans le livre, et ils disent que quelque part, ça les a, Réveillé. ouais. Ouais. Ouais, parce qu'on parlait tout à l'heure, tu vois, de quand tu fais un deuil, quand t'as plus cette insouciance. Mm. Je sais pas, j'accepte plus ces obstacles justement. J'accepte plus ces événements dramatiques qui peuvent arriver. Ouais, c'est Et ouf. j'ai pas peur de la mort, en fait. Moi, avant l'accident, j'étais un casse-cou. Je montais sur les toits à Paris. Mais tu cherchais quoi? Tu cherchais à L'adrénaline. ressentir, ouais, des émotions, en fait. Ouais, bien sûr. Je rentrais avec mes potes, on trouvait des accessibilités dans les collèges, lycées, Ah ouais, et tu faisais ça. on rentrait dedans la nuit, Ok. juste pour se poser dans des salles de classe on avait une adrénaline, mais on prenait des risques. Tu vois, on montait des trucs où il y avait Ouais. des pics. Je sais pas, on faisait un peu n'importe quoi, en vrai. T'es en vie, donc fais-en quelque chose, en fait. Mhm. Trouve-toi une passion, même si demain, peut-être, enfin, ta jambe ne rebougera pas, et fais ce que t'aimes, avance, et c'est ça qui te guérit, en fait. En fait, c'est ouf parce que tout cet épisode, le fil conducteur, c'est vraiment la passion. Et je pense que t'as tout compris quand tu parles de ça. La passion, c'est de la joie dans sa vie. On oublie parfois de mettre de la joie dans sa vie. Et j'ose imaginer qu'à l'hôpital, quand les journées se ressemblent, il faut absolument se trouver une passion et s'y accrocher, mais comme un petit Faut une trouver étoile sur son un exutoire, rocher. en fait. Mais de dingue. Que ce soit la musique, que ce soit l'écriture, même la peinture, le dessin, Ouais. Tu vois, moi, ce que j'aimais aussi, c'est quand j'ai pu conduire un fauteuil tout seul, c'est même me balader, en fait. Mhm. De revoir la vie, en fait.
Genre sentir le vent, ouais. Bah ouais, parce que une chambre d'hôpital, c'est pas très gai. Heureusement, il y a la télé. Donc, heureusement, il y a Cyril Hanouna. Heureusement, il y a Énergie 12. Il y a Crime le soir. Et tu te dis, bon, ça va. Ça va, en fait. Pire. Je te jure, moi, je me rassurais un peu sur ça aussi, hein. Moi, je pense que ça, par contre, c'est un très bon mot de la fin. N'hésitez pas à écrire à Théo sur Instagram. Ton compte Insta, toi, c'est... Théo Delinka. Ouais, c'est ça. Avec un K à la fin, qui ne se prononce pas, mais qui s'écrit. Donc, n'oubliez pas. Merci beaucoup, Théo, pour cet épisode qui est passionnant. Merci à toi, Pauline. Et j'ai trop hâte de te voir sur grand écran. Soon. Soon. ASAP. Oh là là. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.